一刀流居合獅子孫孫Hey, bonjour à tous, ici le Salonic Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale Zoro. Dans cette vidéo, on parlera du personnage dans sa globalité, on parlera de son futur, de sa future puissance, de ce qu'il fera par la suite, de ça et ses nouvelles lames, et même de son niveau final. Je considère donc cette vidéo comme étant l'ultime vidéo sur Zoro par rapport à la fin de l'œuvre. Si vous voulez tout connaître avant tout le monde, et découvrir des One Piece Buy bien secrets par rapport à Zoro et par rapport à la fin de l'œuvre, cette vidéo est faite pour vous. Pour le soutien, vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo, et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner pour rejoindre Loro Jackson. C'est parti. Tout d'abord, il faut s'intéresser au but de Zoro. Son but et objectif final est de devenir le meilleur épéiste au monde. Pour ce faire, il doit battre les meilleurs épéistes au monde et il doit surpasser l'homme qui détient ce titre, Œil de Faucon, Mihawk. Ce qu'il faut savoir, c'est que Zoro ne veut pas atteindre le niveau de Mihawk parce qu'il veut le surpasser. Il veut surpasser son niveau. La nuance est très importante. En effet, Zoro vise un niveau que même Œil de Faucon n'a jamais réussi à atteindre. Actuellement, Mihawk ne cherche pas quelqu'un de plus puissant que lui, mais il cherche quelqu'un de meilleur à l'épée que lui. Meilleur étant synonyme de puissant dans ce cas-là. Encore une fois, la nuance est très importante. Une fois qu'on a compris ça, on ne se trompera pas. C'est comme un boxeur qui pratique la boxe anglaise et qui cherche quelqu'un de meilleur que lui. Il ne lui viendrait pas l'idée de chercher quelqu'un de meilleur que lui, tout sport de combat confondu. Bien évidemment, il cherchera quelqu'un de meilleur que lui dans sa discipline. Pour Mihawk, c'est exactement la même chose. Il cherche quelqu'un de meilleur que lui à l'épée. À l'épée, au maniement du sabre. S'il cherchait réellement quelqu'un de plus puissant avec épée, il aurait très bien pu aller voir New Gate et le combattre. Quand Shanks est parti voir New Gate, personne de l'équipage de New Gate ne l'a attaqué. Barbe Blanche est un très grand pirate avec une énorme fierté et jamais il n'accepterait que quelqu'un intervienne. D'ailleurs, il a carrément dit à Shanks qu'il n'a peur de personne et que c'était lui l'homme le plus fort du monde. Donc en fait, Œil de Faucon est loin de chercher quelqu'un qui le surpasse en termes de puissance globale. Mihawk cherche quelqu'un de meilleur à l'épée. Zoro, vous saviez faire en sorte de devenir cette personne capable de surpasser le meilleur épéiste au monde. Au passage, lundi je sors une grosse vidéo spéciale épéiste où je parlerai de Mihawk, de Shanks et entre autres de Oden en détail. Il était grand temps que je le fasse et ça sort lundi. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que Zoro a un statut bien particulier. En effet, c'est le second du futur roi des pirates et un jour il sera le second du roi des pirates. Ce statut est identique au statut de Rayleigh et normalement tout le monde sait ce que ça signifie. Le second du roi des pirates est le second le plus puissant au monde. Ce qui définit le roi des pirates, c'est que c'est le pirate le plus libre et le pirate le plus puissant au monde. Par contre, il faut que l'équipage le suive derrière et on nous a clairement dit à quel point Rayleigh était légendaire. Alors qu'il n'a pas combattu pendant 20 ans, il a pu tranquillement combattre un amiral actuel de la marine, qui plus est l'amiral avec le Pika Pika no Mi, le fruit de la lumière. Aucun souci pour Rayleigh qui voit tous ses déplacements et qui l'a même fait saigner. Au passage, Rayleigh est le premier homme de l'œuvre ayant fait cela. Dans ma dernière vidéo sur Ben Beckman, j'en ai reparlé, mais Garp, donc le héros de la marine, a clairement dit que la marine tout entière ne peut pas s'occuper de Barbe Blanche et de Rayleigh en même temps. Cette phrase de Garp prouve clairement une chose, la très grande supériorité du second du roi des pirates. Garp avoue clairement au monde entier que Silver Rayleigh est de niveau empereur. Rayleigh est juste un pirate de niveau empereur, n'ayant pas combattu pendant 20 ans. Le second du roi des pirates n'est pas du tout un second classique. Pour faire simple, tous les seconds empereurs ont à peu près la même puissance. Tout ceci entre bien évidemment dans l'équilibre des forces, dans le sens où un Yonko ne peut pas écraser un Yonko tranquillement. Tranquillement, facilement, vous avez compris. Les seconds empereurs sont donc régis par une certaine logique, un certain schéma et par une règle prédéfinie. Alors que le second du roi des pirates n'est quant à lui pas du tout régi par tout ça. Lui peut clairement atteindre un niveau bien plus grand. Voilà donc pourquoi est-ce que Zoro atteindra le niveau d'empereur à la fin de l'œuvre. Après vous l'avoir démontré, je vous le certifie donc, à la fin de l'œuvre, Zoro atteindra le niveau d'empereur. Oui, on commence en prouvant et en affirmant son niveau final, mais ce n'est pas du tout terminé. その島で壊滅したとニュースが報じたのだ。Avant de passer à son futur et à ses nouvelles lames, regardons ce qu'il s'est passé sur God Valley. Sur God Valley, il y avait l'équipage de Rox avec le capitaine, qui est l'adversaire le plus puissant qu'a combattu le roi des pirates, Goldie Roger. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sengoku. Avec Rox, il y avait Barbe Blanche, Kaido, Shiki et entre autres Big Mom. Shiki qui a plus tard combattu Garp et Sengoku en même temps. Donc la question qui se pose c'est comment est-ce que le roi des pirates a pu combattre un tel équipage? Le roi des pirates avait beau avoir un niveau des plus
phénoménal, je n'ai pas attendu son flashback pour vous en parler et pour vous le prouver, ça n'aurait tout de même aucun sens de le faire battre tout l'équipage. Dans One Piece, la puissance individuelle est très importante et elle est très mise en avant. Comme je sais que certains me diront non, eh bien je vais le prouver très simplement avec un argument irréfutable. Les titres dans One Piece. L'homme le plus fort au monde, la créature la plus forte au monde, la femme la plus forte au monde. Tous ces titres sont individuels et tous ces titres prouvent bien évidemment l'importance de la puissance individuelle. Rien que le but de Zoro est de devenir le meilleur épéiste au monde. Le meilleur au monde. Oui, je suis prévoyant parce que je réponds avant les commentaires. C'est peut-être le acquis de l'observation. Qui sait? Cependant, la puissance collective est également importante. Donc, Goldie Roger qui bat tout l'équipage de Rox, c'est non. Garp était certes là, il avait certes un très bon niveau, mais même avec lui, ça n'aurait aucun sens qu'à eux deux, ils battent tout l'équipage. Il y a toute une cohérence à respecter, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, Rayleigh a forcément combattu et battu un futur empereur de l'équipage de Rox. Et c'est même peut-être pour ça que Garp a dit que la marine ne peut pas s'occuper de lui et de Newgate en même temps. Garp a vu Rayleigh combattre à son prime et il a vu tout donner en combat. Il a vu le second de l'homme qui est devenu le roi des pirates à 100%. Zoro est le Rayleigh de la nouvelle génération et l'ancien niveau de Rayleigh est de niveau empereur. Zoro atteindra le niveau d'empereur parce que Zoro doit atteindre le niveau d'empereur. Parlons maintenant des prochains sabres du prochain meilleur épéiste au monde. À l'heure actuelle, il a le Wado Ishimonji, Enma et le Sandai Kitetsu. Dans une récente vivre card, il était clairement dit qu'Enma était une lame maudite. L'année dernière, j'ai fait plusieurs vidéos pré-chapitres où j'affirmais que Enma était effectivement une lame maudite. Beaucoup me le reprochaient sous prétexte que c'était faux. La vivre card officielle confirme donc qu'Enma est bel et bien une lame maudite, donc tout va bien pour Lauro Jackson. Au-delà de la confirmation sur ce qu'elle est réellement, la vivre card officielle confirme surtout une chose. Comme prévu, actuellement, Zoro n'a pas une, mais bel et bien deux lames maudites. Enma et le Sandai Kitetsu. Ça, voyez-vous, c'est vraiment tout sauf anodin parce qu'absolument tout est calculé. À l'époque, contre Kaku, Zoro n'avait qu'une lame maudite, donc le Sandai Kitetsu, et pourtant il a envoyé un énorme Ashura, esprit démoniaque. Là, il ne se retrouve pas avec une, mais bel et bien avec deux lames maudites. Sa puissance démoniaque est donc bien plus grande. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que le Ashura de Zoro est désormais bien plus puissant. Il y a certes la puissance globale de Zoro qui a augmenté, mais il y a également deux lames maudites. Plus une, deux. En ce qui concerne le Wado Ishimonji, peut-être que la lame est maudite, ou peut-être pas. Si la lame est maudite, l'histoire avec Kuina n'est probablement pas terminée. Par contre, logiquement, Koshiro aurait dû le dire à Zoro, donc c'est compliqué. Disons que dans les deux cas c'est probable, surtout qu'elles ont été forgées par la même personne, Kozaburo. Si le Wado Ishimonji est effectivement une lame maudite, Zoro aurait donc actuellement 3 lames maudites. Zoro n'est pas destiné à garder le Sandai Kitetsu. En fait, le Sandai Kitetsu fait partie des 50 lames supérieures. Donc, elle n'est pas dans la catégorie d'Enma et pas dans la catégorie que le Kokuto Yuru de Mihawk. Zoro veut devenir le meilleur épéiste au monde, donc il lui faut quelque chose d'autre. Il va garder le Wado Ishimonji jusqu'au bout parce que la symbolique le veut. Il va devenir le meilleur épéiste au monde avec l'épée de Kuina, sa défunte amie. Il lui a fait une promesse et il tiendra cette promesse avec son sabre. Pour Enma, Zoro peut le garder, mais il peut également le donner au fils d'Oden, Momonosuke, le fils qui récupère les deux épées du père. La symbolique serait énorme. De toute façon, qu'il garde Enma ou non, il lui faut quelque chose d'autre. La question qui se pose alors c'est, quelle lame est-ce que Zoro aura ? Eh bien, je vais tout vous dire. La prochaine lame de Zoro sera l'une des 12 lames légendaires. L'une des 12 Saiji-O Wazamono. En fait, ce n'est pas forcément une question de logique, mais une question d'image. En tant que prétendant au titre de meilleur épéiste au monde, Zoro doit avoir l'une des 12 lames légendaires. Le Kokuto Yuru de Mihawk est une lame légendaire, il faut donc une lame légendaire à Zoro. Écoutez-moi bien, Zoro aura une lame légendaire sur Elbaf. Le pays d'Elbaf est considéré comme étant le pays le plus puissant au monde. Préparez-vous à une chose, l'un si ce n'est le meilleur forgeron au monde se trouve sur Elbaf. Ce forgeron légendaire va soit faire une lame bien spécifique à Zoro qu'il faudra catégoriser comme étant légendaire, soit il offrira directement une lame légendaire à Zoro qui est l'une des 12, soit Zoro aura cette épée en combattant ou autre dans cet arc, l'arc Elbaf. Elbaf est le pays des géants et l'auteur s'est inspiré des vikings. Très récemment, Kaido a envoyé une grosse technique qui se nomme Ragnarok. Le Ragnarok, c'est issu de la mythologie nordique. Qui sont très présents dans cette mythologie? Exactement, les géants. Absolument tout est lié et absolument tout est préparé par l'auteur monsieur Eiichiro Oda. L'épée de Surt est une épée légendaire dans la mythologie nordique. Surt est un dérivé de Swart qui se traduit par noir. Surt est surnommé le géant de feu dévastateur. La couleur noire pour Zoro, bien évidemment, est en référence aux lames qu'il
veut rendre noir. Le géant de feu dévastateur correspond au géant d'Elbaf, et le feu est bien sûr en lien avec Zoro, parce que Zoro cherche à tout prix à savoir découper le feu. À travers les bails antiques, on a pu voir que Monsieur Eiichiro Oda aimait mélanger les différentes mythologies. Dans la mythologie grecque, Héphaïstos est vraiment le forgeron légendaire. Donc il est fort à parier que le forgeron d'Elbaf soit en référence à Héphaïstos. D'ailleurs, dans la mythologie grecque, Héphaïstos a des liens avec Héra et Zeus. Comme par hasard, Big Mom a deux homies qui se nomment Héra et Zeus, et comme par hasard, Big Mom a un très fort lien avec Elbaf. Comme par hasard. Vous avez très bien compris, il n'y a aucun hasard parce que tout est calculé. Tout est calculé. On a souvent tendance à croire que Zoro aura son niveau final dans très longtemps, alors que ce n'est pas le cas. Tout d'abord, il ne reste malheureusement que quelques années à l'œuvre. Mais ensuite, on a une évolution constante qui est respectée et qui arrive très prochainement à son terme. Comme je le dis souvent, l'équipage de Luffy aura le niveau d'un équipage d'empereur à la fin de l'arc actuel. Zoro étant le second de Luffy, il aura donc le niveau de second empereur à la fin de l'arc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un empereur vaut grosso modo 2 secondes empereurs. Il y a juste à voir comment le roi des bêtes a mis Luffy KO en un coup, avec une technique qui n'est pas sa technique la plus puissante, et sous sa forme qui n'est pas sa forme la plus puissante pour s'en rendre compte. Dans l'arc précédent, Luffy avait atteint le niveau de second empereur, et pourtant il a été mis KO en un seul coup. Ceci n'est qu'une preuve parmi tant d'autres qu'un Yonko vaut grosso modo 2 secondes. Donc, comme Zoro aura le niveau de second empereur à la fin de l'arc actuel, pour atteindre le niveau d'empereur, il devra atteindre une puissance 2 fois plus grande. Il aura donc quelques années pour surpasser le niveau de second, qui est déjà un niveau tout bonnement phénoménal, mais qui est surtout un niveau que certains des plus grands pirates au monde gardent très longtemps, sans jamais pouvoir le surpasser. Du coup, il devra obtenir une ou deux lames légendaires. Il devra apprendre à parfaitement les manier. Il devra augmenter en force brute, en agilité, en maniement de l'épée, et il devra devenir un expert dans les 3 acquis et dans les techniques démoniaques. Après 3 ou 4 ans pour nous, eh bien il atteindra enfin son niveau final, qui est le niveau d'empereur. Pour finir, je sais que beaucoup se demandent qui est-ce que Zoro va battre pour atteindre le niveau d'empereur. Je vais en surprendre plus d'un, mais écoutez-moi bien. Ce ne sera ni Mihawk, ni Shiryu. Après avoir longuement réfléchi, je me suis rendu compte que c'était très compliqué. La nouvelle relation maître-élève Mihawk-Zoro fait qu'on n'aura pas ce combat, et voir Shiryu avec le niveau d'empereur, c'est très compliqué. Donc Zoro va soit combattre et battre Shiryu qui aura atteint le niveau d'empereur, ce qui est vraiment difficilement imaginable, soit Zoro battra quelqu'un d'autre de niveau empereur. Ce personnage est soit un personnage que l'on connaît déjà, soit un tout nouveau personnage qui viendra plus tard. Nous avons eu de nouveaux amiraux totalement inconnus, nous pouvons très bien apprendre un jour l'existence d'un terrible futur adversaire pour Zoro. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.